La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 5, Spiritualité. Chapitre 6. La pensée. Nous avons des temps perceptibles, évidemment, mais nous aurions aussi des temps imperceptibles. Le temps, qui passe, ne serait qu'une succession d'événements. Ces événements pourraient être séparés par des zones sans perception ayant des temps différents. Il s'agirait d'un potentiel de perception dont les conséquences seraient particulièrement déroutantes. Surtout pour celui qui n'a pas conscience de telles particularités. Il convient de comprendre que ces potentiels ne sont pas évaluables ni prévisibles. Le libre arbitre du choix resterait inchangé. Cependant que des informations pourraient être recueillies à partir de ces potentiels particuliers. Le processus permettant d'appréhender les temps imperceptibles serait difficilement contrôlable. Chaque entité dans l'univers physique est constituée d'un corps physique et d'un corps énergétique enveloppant le corps physique. Cette enveloppe énergétique pourrait être chargée de recueillir des informations en même temps qu'elle serait susceptible d'en transmettre. Cette enveloppe serait en relation avec les vitesses d'intrication du quantique, mais aussi en relation avec des vitesses superlumineuses. Il y aurait un univers superlumineux qui représenterait une supraconscience. Dans cet univers, cela serait l'instantanéité qui prévaudrait. Il pourrait s'agir d'un espace qui permettrait d'identifier un événement avant sa cause. Cela concernerait le passage à des niveaux de temporalité différents, par l'intermédiaire de cette enveloppe énergétique. Mais, puisqu'il y aurait des potentialités réciproques, à partir de notre énergie, la diffusion des pensées devient accessible à chacun. La pensée créerait des potentiels, dans des temps différenciés, et qui sont utilisables par des tiers. Les temps imperceptibles auraient la faculté de renseigner les potentiels en fonction des nécessités. Le dédoublement ne serait pourtant pas pris en considération par la communauté scientifique, toujours réticente aux nouvelles découvertes. Le dédoublement de la personnalité, dans des temps différents, permettrait d'être celui qui était, celui qui est, et celui qui sera. Tout serait réuni dans un même temps. La mémoire serait liée à un futur possible, simplement fabriqué par une pensée. Si l'énergie est de la masse, selon Einstein, la pensée, considérée comme énergie serait alors liée à une masse. Dès que la pensée, qui s'établirait dans un temps imperceptible, c'est-à-dire non perçu par son auteur, la conséquence de cette pensée serait de l'énergie perdue. Il deviendrait donc important de récupérer de l'énergie complémentaire en conséquence. La complémentarité énergétique, à partir de la pensée, provoquerait l'éternité. Cela n'est évidemment pas le cas dans l'univers physique, mais il le devient dans la persistance de la conscience. Il y aurait, à l'identique des particules, un dédoublement de la personnalité dans les temps différenciés. La pensée représente la science du futur de chacun. Ces connaissances acquises par l'intermédiaire des temps différents, auraient-elles une utilité dans le quotidien ? Selon ces potentiels de la pensée, il suffirait alors de savoir reconnaître son propre futur, c'est-à-dire les raisons de sa vie, pour que tout découle selon la logique des temps. Le futur serait créé avant d'être vécu, à l'évidence. Chaque événement se présente comme un futur actualisable dans le présent de la pensée. Tous les événements futurs seraient mis à disposition dans le temps imperceptible. Il n'est donc pas possible de le connaître à l'avance. La sensation de pouvoir vivre dans un modèle de hasard ne serait que l'exploitation d'un destin établi par un modèle de pensée. Il suffirait ainsi de penser à un avenir souhaité pour qu'il devienne une possibilité. Cela ne serait alors que des suggestions d'avenir, où le hasard n'a pas sa place et le destin pas davantage. Il s'agirait alors d'une organisation du futur. Les passages obligés par l'univers physique seraient bien la conséquence d'une obligation de connaître.
Ce serait le corps énergétique qui permettrait toutes les liaisons avec la conscience de la pensée et plus précisément avec les pensées de la conscience, individuelle, collective et globale. Le sommeil, paradoxal, où le cerveau présente une activité électrique maximale, comparable à celle de l'éveil, équivaudrait à de la décorporation. Les particules sont duales, car elles sont à la fois ondes et corpuscules. Tout, dans l'univers physique étant exclusivement constitué de particules, tout se retrouve en état de dualité. Chaque élément vivant est un assemblage de particules constituées d'énergie de pensée. L'énergie devient alors de la pensée. Selon ces protocoles de pensée, l'esprit devient immortel. Lorsqu'il quitte l'univers physique, que nous appelons la mort, l'esprit devient une naissance dans un autre temps de la conscience. Il s'agit à chaque fois d'une nouvelle ouverture temporelle, d'un côté et de l'autre de ces deux temporalités entre la naissance et la mort physique. Le sommeil paradoxal servirait de transition entre le corps énergétique et une conscience temporelle de l'avenir. Une incompréhension entre le temps événementiel et le temps énergétique ne permet plus de comprendre la raison de l'existence dans l'univers physique. La vie servirait à appréhender un futur organisé. La pyramide oligarque, qui dirige, ne veut surtout pas que les peuples sachent qu'ils peuvent prendre leur destin en main sans aucune nécessité d'une représentation qui les asservit au lieu de les servir. La pensée servirait de potentiel pour soi, mais également pour les autres. Un théorème, qui consiste à être démontré par un raisonnement, précise qu'il suffirait de penser le bien à faire à autrui pour qu'un autre pense à nous le faire. Il convient donc d'arranger le futur pour pouvoir le vivre. Les principes vitaux permettent de réaliser, sans avoir à penser. Il suffit donc d'admettre la nécessité de vie dans plusieurs temps, comme principe vital, pour accepter sa propre condition de vie. Le dédoublement du temps représenterait un principe universel permettant de comprendre le fonctionnement de notre devenir. Or, il suffit de comprendre le modèle de pensée de la société humaine pour en comprendre son futur. Il s'avère que le modèle humain est dicté par une volonté néfaste à l'épanouissement de tous ceux qui n'entrent pas dans la doctrine oligarque, c'est-à-dire les populations qu'ils ont asservies. Il suffirait de penser à mieux vivre pour le proposer aux autres et faire barrage aux pensées néfastes à la société humaine. Toutes les pensées organiseraient les conséquences de chacune de ces pensées. L'émotion. Un choc émotionnel peut déclencher un déséquilibre fonctionnel. Une émotion particulière correspondrait à une zone vibratoire particulière. Si la fréquence vibratoire correspond à celle d'un organe, elle va bloquer sa fréquence énergétique. Des polluants déjà installés dans l'organisme vont alors se concentrer dans cet organe déficient. C'est ainsi que se déclencheraient les maladies. L'émotion devient donc le facteur déclenchant d'un processus invasif. La maladie n'arriverait pas par hasard. Nous serions responsables des causes qui favoriseraient des états prédisposés. La maladie devrait être considérée comme un feu rouge clignotant cherchant à avertir la personne que quelque chose ne va pas dans l'organisation de sa vie. Les traitements, représentant la réponse du corps médical, peuvent quelquefois soulager, mais que très rarement guérir. La véritable guérison ne peut résulter que d'une régénérescence du corps physique. Une démarche globale s'impose. L'émotionnel doit être pris en considération, car il est le facteur déclenchant du problème médical. L'anxiété représente un facteur déclenchant très important. Une parfaite écoute de soi permet de quitter une grande partie des émotions perturbatrices. Une bonne harmonie de vie suffit à rétablir l'équilibre physiologique. Le déséquilibre énergétique favorise les déséquilibres physiques. La physique quantique démontre que la matière, les pensées et les émotions fonctionnent ensemble. La médecine holistique permet de traiter les patients dans leur corps et leur esprit d'une façon globale. En plus d'un corps physique, nous sommes entourés de corps énergétiques. Ces divers corps énergétiques se situent dans divers plans de conscience indépendantes du corps physique. Des chocs émotionnels provoqueraient des blocages énergétiques. Une médecine préventive permet de dégager les blocages énergétiques avant qu'ils ne déclenchent de véritables maladies invalidantes.
75% des problèmes cardiaques proviennent de situations de stress. La médecine chimique chirurgicale conserve ses fonctions. D'autres modèles de soins, par la médecine holistique, permettent de débloquer des situations de complications médicales que la médecine chimique ne sait pas traiter. La médecine chinoise consiste à soigner avant qu'une maladie ne se déclenche. Elle permet de soigner la cause et pas les effets. Délivrer des médicaments ne sert qu'à soulager les effets, mais la cause continue à résister. La médecine traditionnelle est régie par les usines pharmaceutiques dont le pouvoir est économique. La qualité de vie des patients leur importe peu, leur seul souci est la rentabilité toujours plus importante. Ce sont les industries pharmaceutiques qui dirigent les médecins et les pharmacies, les cliniques et les hôpitaux. La qualité des soins n'est pas leur préoccupation. À une pathologie déterminée correspond un soin adapté. Répondre exclusivement par des traitements chimiques ne fait qu'aggraver la situation de stress déjà implémentée. La médecine énergétique représente un adversaire à la médecine classique et chimique alors qu'elle devrait représenter un allié ou mieux un associé. Il est déjà difficile de faire admettre les causes psychologiques aux déficiences physiques. Les causes énergétiques de maladies ne sont pas prises en compte par la médecine française. Aucune étude sérieuse n'est organisée pour pouvoir définir l'efficacité des médecines naturelles par rapport aux médecines chimiques. La nourriture aurait une influence majeure sur la santé. Tous les aliments provenant des protéines animales sont néfastes à la santé. L'alimentation végétale crue très variée devrait être à la base. Une alimentation variée avec quelques aliments carnés peut également convenir. La suggestion fait partie intégrante des nouveaux soins non médicamenteux. Les corps vibratoires sont le prolongement du corps physique. Ils sont indestructibles par nature. Le corps émotionnel et spirituel qui constitue la conscience subsiste à la fin du corps physique. Un monde des causes provoquerait un monde des conséquences. Supprimer les causes permet de supprimer les conséquences. Les oligarques ont très bien compris que les situations de stress permanentes entraînant des peurs récurrentes permettant de positionner les populations dans le besoin et l'obsession vers un repli sur soi. Les situations de dépendance sont ainsi créées pour enfermer les populations dans un carcan organisé. Les situations d'assistanat sont une illustration de ces situations de dépendance. La responsabilisation individuelle est le seul moyen de s'extraire des carcans provoqués par les oligarchies dirigeantes et inconséquentes. La souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, ou psychique, n'est pas une obligation d'apprentissage. L'expérience n'a pas besoin de souffrance pour expérimenter. La spiritualité, sans religiosité, aiderait à se dégager des contraintes imposées. La puissance de la pensée permet de s'extraire des contraintes mises en œuvre dans un but d'asservissement de l'espèce humaine. Une société très militarisée, sous surveillance policière permanente, est une résurgence moyenâgeuse. La prise en considération de cette situation par la conscience sociale devrait permettre de faire éclater les barrières imposées par les castes dirigeantes. La physique quantique est une physique de la conscience et de la prise des consciences. La science n'est pas opposable à la spiritualité. La conscience est un aspect diversifié des sciences permettant de comprendre la réalité du monde physique. Lorsque l'espèce humaine sera consciente de sa supériorité en face des oppresseurs, alors elle aura fait un grand pas vers son devenir. La vérité ne peut pas se limiter à une illusion. Le discernement permet l'évasion de sa condition sociale et de la quitter définitivement. Des nouveaux schémas de pensée préciseraient que des champs énergétiques circuleraient dans l'espace. Il n'y aurait aucun vide. Une conscience globale régirait cet espace. Ces champs énergétiques seraient influençables. Chaque entité, vivante, pourrait avoir sa part d'influence, par sa seule volonté d'action. Les pensées ont leur importance, mais les sentiments et les émotions ont aussi un grand rôle dans l'action sur les champs énergétiques. Des émotions cohérentes opéreraient des changements dans les champs électromagnétiques environnants. Les valeurs atomiques de la matière environnante seraient modifiables selon les courants de pensée des champs électromagnétiques. Tout serait interconnecté dans l'univers physique selon les principes admis et démontrés par l'univers quantique.
Les possibilités quantiques deviendraient illimitées dès qu'elles seraient prises en considération. La pensée serait une image de possibilités quantiques. Tout existerait dans le domaine des possibilités du quantique. Une possibilité deviendrait efficiente à partir de l'émotion, selon les schémas du quantique. Une prise en considération de l'estime de soi permet d'ouvrir le champ des possibilités établies dans l'infini des particules des schémas quantiques. Les relations entre les sentiments résulteraient de principes énoncés dans la matière quantique. Un champ des désirs personnels servirait de passage entre le souhaitable et le réalisable. Un conditionnement au ressenti n'aurait rien de statistique. La confrontation aux diverses cultures permet de mieux pouvoir investiguer sur les incompréhensions liées à chacune de ces cultures. Elle permet aussi d'extraire les éléments favorables de ces cultures. La sagesse serait l'élément primordial devant être pris en considération avant toute prise de décision. Des valeurs extraites de chaque culture permettraient d'aboutir au principe d'estime. La pensée participe à la notion d'émotion. L'émotion proviendrait des centres créatifs de notre pensée. Insuffler le pouvoir de l'émotion dans la pensée provoquerait la propagation d'un champ électromagnétique provenant du cœur. Chacun des éléments de ces champs propagés influencerait notre environnement quantique. La force des champs de pensée déterminerait les sentiments. L'union de la pensée et de l'émotion créerait les sentiments. Les sentiments correspondraient à un langage d'union avec les forces de l'univers quantique. La force essentielle de cette union et de sa connexion à l'univers physique correspondrait à de la compassion. La compassion serait la force et le sentiment qui permettraient la cohésion des ensembles. Chaque entité aurait la capacité de comprendre cette force de cohésion. Tout ferait partie intégrante de l'ensemble. La cohésion serait permanente dans le quantique de la matière à cause de la force énergétique qui relie les ensembles. Les modèles de la théorie expérimentale extrapolée informatiquement suggèrent ces états des champs du quantique. L'expansion démontrée de l'univers physique résulte de cette théorie des champs couplés dans l'univers quantique. Tout reste relié et connecté. L'espèce humaine doit se réadapter à cette impérative nécessité à faire partie de l'ensemble. Les émotions humaines participent à la réalité des champs quantiques. La conscience individuelle participerait à l'élaboration d'une conscience globalisatrice, à partir des possibilités du quantique. Tout, à partir de tout, la contrainte à une prise en considération des témoignages, quelle que soit leur origine et leur message. À l'échelle du temps, il apparaît inconcevable qu'il n'y ait qu'une seule possibilité d'immersion dans l'univers du physique, pour chacune des entités présentes. Si notre univers est un terrain d'expérimentation et d'expérience, un seul passage serait bien insuffisant. Chaque entité a vraisemblablement été contrainte à la métempsychose. Quels sont leurs modèles de développement pour chacune? Quels sont leurs modèles sociétaux? Quels sont les modèles de progression? En ce qui concerne les civilisations extraterrestres, parmi les plus évoluées, quel est leur impact dans l'univers physique? La conscience serait-elle l'élément primordial dans et en dehors du monde physique? Une conscience dont il est possible d'observer que chacun possède la sienne, souvent en contradiction avec les individus entre eux selon l'échelon qu'ils occupent au sein de la société humaine mais pas seulement. Qu'est-ce que devient la conscience devant chaque approche? Cette approche, justement, serait peut-être l'aboutissement d'une évolution personnelle vers une conscience globalisée. Si les moyens technologiques de notre société sont en expansion permanente, cela n'est pas le cas des moyens intellectuels de notre humanité. Son évolution est toujours identique à celle du Moyen Âge. Il s'agirait simplement de pouvoir transmettre un message d'espoir dans la grisaille de notre horizon humain. L'espèce humaine doit se préparer à de considérables bouleversements dans son organisation initiale. L'humanité ne risque plus de percuter le mur, c'est déjà fait. À bon entendeur, salut. Des labyrinthes. La conscience pourrait se définir par une capacité à pouvoir s'identifier et à savoir se percevoir. Elle pourrait aussi englober une capacité à penser et à savoir se comporter en fonction des circonstances. Ce serait un modèle de perception de tout ce qui nous entoure.
Elle pourrait également englober les appréhensions des expériences du vécu et du supposé vécu. La formulation d'une autre définition pourrait englober des notions de subjectivité ou de manipulation. Le terme de conscience est la plupart du temps confus et indéfini. La science en établirait 3 éléments fondamentaux. Le premier en serait son mode de vigilance. Le second en serait un développement de l'attention et des ressources mentales qui l'accompagnent. Le troisième représenterait ses facultés cognitives dont les aptitudes apparaissent difficilement qualifiables et quantifiables. Pourtant, une seule partie de nos pensées entrerait dans le champ de la conscience. La vigilance et l'attention permettraient la réalisation d'une conscience à partir de nos sens. Cependant, une sélectivité semblerait devoir s'opérer au niveau des ressources particulièrement diverses et complexes des informations reçues. Un accès à la conscience serait distinguable de l'attention et de la vigilance. La neurophysiologie permettrait de pouvoir démontrer des différences au niveau des perceptions. Un accès à la conscience suppose des éléments plus complexes à partir des expériences subjectives. Il serait envisageable que la conscience soit aussi un formidable moyen d'observation et d'expérimentation. Une autre appréhension, plus philosophique, consisterait à considérer que la conscience reposerait surtout sur l'intuition. Elle serait la source de qualités subjectives. Toute tentative de description objective de la conscience serait ainsi vaine. Le regard objectif porté sur un quelconque objet et définissant son apparence ne serait qu'un leurre. Il a déjà pu être démontré que l'apparence, qui est notre vérité, ne correspondrait pas à sa réalité moléculaire et atomique. La perception de l'environnement résulterait d'une manipulation inconsciente. Les magiciens, mais pas seulement qu'eux, sont devenus des experts dans la manipulation des perceptions. Le libre arbitre resterait une énigme, la conscience de soi en serait une autre. Une divergence fondamentale s'opérerait entre le conscient et l'inconscient. Elle reposerait essentiellement sur la subjectivité intrinsèque de toute personne et de sa propre perception des événements. L'introspection en serait l'étude de chaque conscience. La prédiction et le contrôle du comportement pourraient compléter cette définition. Les états mentaux ne seraient cependant pas identifiables, ils correspondraient à chaque personnalité. La science de la conscience apparaît difficilement envisageable. La conscience pourrait être également envisagée par son implication avec l'espace cérébral. La conscience, au niveau cérébral, permettrait une sélection des pensées les plus pertinentes pour la réalisation du quotidien. Quels seraient les mécanismes objectifs de la conscience subjective? Et où serait la transition d'une activité cérébrale de non-conscience vers une conscience? La perception des pensées et des sentiments peut-elle suffire à définir la conscience ou seulement une de ses formes? L'amalgame de plusieurs sens accordés à la conscience est synonyme de confusion. Les innombrables simulations sensorielles permanentes saturent le cerveau. La conscience en ferait-elle une sélection arbitraire? Le répertoire potentiel de la conscience pourrait simplement être exponentiel. Quelle est la valeur de l'inconscience dans la disponibilité de la conscience? Les orientations de l'attention permettraient de sélectionner les accès à la conscience. La possibilité d'isolation d'un élément parmi tant d'autres serait une conséquence des processus d'attention. Les connaissances acquises seraient un réservoir de référence où la pertinence de la conscience irait puiser. Pourtant, les opérations de sélection attentionnelle pourraient se déterminer en dehors de la conscience. Où se situerait alors la place de la vigilance? Un état de veille, de vigilance ou d'attention ne serait que des conditions préalables d'accès à la conscience. La conscience pourrait n'être qu'un état subjectif ne pouvant se définir qu'à partir de sa perception. Il conviendrait alors de pouvoir déterminer ce qu'est la perception consciente d'une perception inconsciente. Une impérative nécessité d'acquisition de connaissances pourrait être à l'origine de la conscience et de son énigme. N'est-ce pas une énigme que la conscience d'être soi, une unité intangible parmi la multitude? La prise de conscience des particularités d'aspect de soi-même pourrait être une forme particulière d'accès à la conscience. Il est pourtant impossible de se déplacer tout en observant son déplacement.
Observé et observateur étant identiques, l'observation ne peut pas se réaliser. Où se situerait alors la conscience dans ce concept de système indistinct? Cependant, la réflexion revêt toute sa pertinence puisqu'elle permet l'évaluation des informations et leur récupération inconsciente au sein d'un contenu situé dans la conscience. Les expériences fourniraient des contrastes quantifiables et sélectionnables par la conscience. Les automatismes participeraient de cette sélection des acquis de la conscience. La vision tridimensionnelle accessible à la majorité des humains, sauf déficience particulière, est le résultat d'un automatisme de correction de deux images. Il se trouve que la confrontation entre deux visions d'objets différents ne permet pas la sélection de l'une d'entre elles. Une telle confrontation apporte une vision alternative des objets. Il s'ensuit une rivalité binoculaire déterminant une manipulation de la conscience subjective. Des interprétations des entrées sensorielles seraient le résultat d'une concurrence entre les entrées possibles et leur rivalité. Cette rivalité résulterait d'une métaphore agissant par comparaisons et permettant l'accès à la conscience. La conscience imposerait un chemin d'accès résultant d'une compétition dans l'insertion des informations. Il est possible de vérifier que l'accès à l'information est particulièrement sélectif. Il n'est, par exemple, pas possible d'écouter et de lire en même temps. Une sélection se fait immédiatement au détriment de l'un des deux accès à l'information. Des effets de cécité attentionnelle provoqueraient donc la disparition d'éléments de la conscience. L'inattention induirait-elle une invisibilité de l'état de conscience? Serait-il possible que le conscient enregistre des messages à l'insu de l'attention? Une meilleure compréhension de l'inconscient permettrait de mieux comprendre le fonctionnement de la conscience. Tout ne serait pas sous le contrôle de la conscience. Une division des événements s'effectuerait entre le conscient et l'inconscient. D'autre part, une amplification de perception peut se réaliser dans l'inconscient sans qu'elle soit accessible par la conscience. Des intentions conscientes pourraient même affecter l'orientation des attentions inconscientes. Le cerveau abriterait des dispositifs inconscients d'évaluation sur les valeurs des entrées sensorielles. Un dispositif inconscient de filtrage évaluerait la pertinence des informations accessibles pour la conscience par des systèmes de valeurs. De nombreux processus mentaux pourraient s'exercer sans le recours à la conscience. La conscience transformerait les informations en symboles afin de mieux pouvoir les restituer. Le langage serait une diffusion décryptée des informations détenues par la conscience. La conscience serait indispensable aux besoins fonctionnels de tout organisme. Elle serait le schéma directeur de toute implication dans la sélection des prises de décision ainsi que dans le choix des interprétations. La conscience se comporterait comme un instrument de mesure sélectionnant l'élément essentiel parmi une multitude offerte par l'inconscient. Les processus inconscients développeraient une multitude de possibilités pendant que la conscience traiterait de ce qui lui paraît important. La conscience aurait pour premier rôle de déterminer ce qui correspond le mieux à l'efficacité par rapport à l'exponentielle. La conscience veillerait à la pertinence d'une transmission par une simplification dans la réception des données. La connaissance de plusieurs langues permet, par exemple, de mieux comprendre la détermination de la conscience dans le choix préférentiel de l'interprétation. La conscience serait un trait d'union entre le passé et l'avenir. Le temps et l'espace n'y auraient aucune implication. Le rôle essentiel de la conscience serait d'abord d'organiser des modèles de pensée persistantes. La réflexion sur une information permet, après réflexion, d'intégrer cette information à un nouveau plan d'action. Les événements sont ainsi reliés entre eux, puis évalués pour un nouveau comportement. Par comparaison avec les modèles qui régissent l'inconscience, dont la structure serait exponentiellement décroissante, la conscience créerait des modèles de pensée durables et en permanente croissance. La conscience organiserait des réseaux de communications intergénérationnelles, en plus de ceux de la communication directe. La formulation d'une pensée à partir d'un vocabulaire en serait un des critères essentiels. La primauté de pouvoir transmettre des informations, ayant une valeur intrinsèque dans le temps, procéderait à partir des modèles de synthèse de la conscience.
Elle aurait également une fonction de condensation de la connaissance acquise et qui serait ensuite perçue sous la forme de résumé. La conscience servirait aussi de stimulateur des réalités virtuelles par des représentations mentales des unes par rapport aux autres. La conscience serait-elle un sanctuaire impénétrable à toute forme d'investigation d'autrui? Cela n'est pas certain. Il est déjà possible de détecter les activités neuronales pouvant démontrer des fonctions de recherche dans le conscient. Il aurait été démontré que des événements étudiés étaient en relation directe avec des modalités du fonctionnement de la conscience. La perception du fonctionnement de la conscience serait comparable à la propagation d'une onde dont le déclenchement, lui, serait identifiable. Le comportement collectif de grands ensembles neuronaux pourrait en donner une explication par la mise en place d'activités globales dans un embrasement généralisé. La conscience ressemblerait à une transition de phase à l'intérieur d'une dynamique des réseaux cérébraux. Des changements brutaux dans l'activité cérébrale traduiraient des accès d'informations vers la conscience. Des marqueurs physiologiques permettraient d'identifier l'activité de la conscience. L'activité de la conscience devrait pouvoir être vérifiable en dehors de tout stimuli physique. Le fonctionnement de la conscience pourrait être comparé à un programme informatique appelé programme d'exploitation, servant à organiser le fonctionnement d'un ordinateur en fonction des nécessités propres à chaque personne, par l'interférence des applications utiles et appropriées. Elle utilise aussi un système de stockage des informations qui reste disponible à tout instant. Elle met, bien évidemment, en œuvre des facultés de classement et de recherche. Certaines maladies altèrent les circuits neuronaux. Certains accidents annulent les relations du cerveau avec les fonctions corporelles. Il semblerait pourtant que la conscience, même si elle ne peut plus se révéler, puisse continuer à fonctionner. La suppression totale des connexions du corps avec le cerveau n'empêcherait pas la synthèse fonctionnelle de la conscience. Chaque atome, chaque molécule, chaque cellule a ses fonctions qui correspondent à l'organisation du physique. La conscience procède de la pensée et de l'esprit. Son rôle est celui de la coordination du physique. L'un peut-il se passer de l'autre? La conscience serait-elle totalement autonome? L'immatérialité de la conscience pourrait peut-être s'expliquer par la mécanique quantique qui modifierait la probabilité des événements. Seule la cohérence quantique pourrait-elle permettre d'expliciter le libre arbitre dont la conscience, à partir de ses facultés de traitement des hypothèses, apparaît pourvue. Une science de la conscience permettra peut-être de répondre à cette question. Matière et conscience. Des implications particulières de la matière pourraient laisser penser à une possibilité d'interaction entre une conscience et les particules du domaine quantique. Les interactions particulières et l'activité au sein d'une particule donneraient une illusion de la masse dans la physique quantique. Cela concerne une illusion de la séparation macroscopique alors que tout est lié dans le domaine quantique. La composition de la matière pourrait alors être expliquée aussi bien scientifiquement que métaphysiquement. Cependant, les lois qui régissent le microcosme n'apparaissent pas aussi simples pour ce qui concerne celles qui régissent le macrocosme. La gravité apparaît prédominer dans l'univers physique alors qu'il semble inopérant dans l'univers quantique. En ce qui concerne le domaine ésotérique, de la gestion des pensées à l'organisation énergétique, de l'interaction sur la matière à l'inconscient collectif, n'est pas en accord avec les théories établies par les scientifiques. Pourtant les études sur l'unité de la matière démontrent des faits mesurables et reproductibles. L'intrication particulière qui établit une communication permanente hors du temps et de l'espace, à l'indéterminisme qui crée une indéfinition sans l'observation, la particule en mécanique quantique serait à la fois une onde et un corpuscule. Dans notre vision macroscopique, il nous apparaît que les corps sont séparés par de l'espace. Cet espace nous dissocie également entre chaque personne. Tout ce que chacun entreprend serait apparemment, sans conséquence pour le voisin. C'est ce que nous laisse croire notre univers macroscopique. Nous savons que tout corps considéré comme vivant est constitué par des cellules. Les cellules sont elles-mêmes des composés moléculaires. Les molécules sont des agrégats atomiques. Les atomes sont eux aussi des composés particulaires.
Chaque cellule comporte un élément ADN chargé de transmettre des informations génétiques. Pourtant, chaque cellule a une fonction particulière même si elle porte en elle les informations génétiques globales. Il s'agit bien d'un ensemble extrêmement complexe de micro-éléments. La particule aurait un fonctionnement analogue. Chaque particule posséderait une matrice unique, quelles que soient ses fonctions au sein de l'univers physique. L'étude des infimes structures de la matière semble le démontrer. Les nanostructures, que nous formons artificiellement, sont le résultat d'une manipulation des atomes. Malgré tout, nous ne pouvons que spéculer pour l'établissement de ponts réalisables entre les effets observés dans la physique quantique et les réalités de la matière à cause de notre méconnaissance sur les fonctions des particules. Toutes les théories élaborées apparaissent pourtant cohérentes. De la théorie holographique à celle des micro-univers censés se situer à l'intérieur de chaque particule, tout apparaît particulièrement déroutant. Le puzzle est bien loin d'être reconstitué pour une compréhension totale. La théorie holographique repose sur le fait que l'information appartiendrait à la totalité de l'univers physique où tout serait relié en tout point. L'holographie consiste en un enregistrement de phase et d'amplitude d'une onde diffractée, c'est-à-dire d'ondes de comportement spécifique, permettant l'enregistrement et la restitution d'objets à 3 dimensions. Cela signifie aussi que tout est en tout, puisque tout se retrouve partout. Or, un hologramme est une projection. Il y aurait alors une projection de nous-mêmes ailleurs, cela voudrait aussi dire qu'il y aurait une autre réalité, quelque part. Est-ce là la réunion avec la conscience, individuelle ou collective? La théorie des micro-univers, au sein des particules, nous oriente vers des mondes parallèles. Il y aurait alors plusieurs réalités qui évolueraient en parallèle. Cette théorie inclurait aussi celle des cordes. Cette théorie accepterait l'existence d'univers parallèles au nôtre. L'idée serait aussi d'accepter l'hypothèse que ces univers soient d'organisations différentes. Des connexions particulières, de certaines personnes, vers d'autres dimensions d'espace et de temps, pourraient permettre d'appréhender de possibles interactions avec des espaces différents et invisibles. Il se pourrait que chaque individualité soit reliée en permanence avec un inconscient collectif. Une telle connexion pourrait permettre l'accès à des modèles d'information globalisés qui seraient regroupés sous la forme de vibrations énergétiques. Chaque unité serait ainsi reliée à un ensemble constitué du collectif global. Le potentiel inhérent à chaque particule se retrouverait inhérent à chaque constitution moléculaire unique ou plurielle. Un regard différent sur la vie permettrait un accès plus considérable vers la conscience. La vision individualiste n'a plus sa place dans un tel espace de compréhension. La notion d'individualisme n'a plus sa raison d'être. Chaque unité aurait la capacité d'accéder à une unité intrinsèque globale. C'est la différence qu'il peut y avoir entre le savoir et la connaissance. Le savoir est simplement une action d'apprentissage et de renseignement. La connaissance est l'action d'expérimentation qui est beaucoup plus intime. Il convient de ne pas confondre ces deux modèles. Il est donc possible de savoir sans connaître, mais il est impossible de connaître sans avoir expérimenté. Autrement dit, la connaissance permet de vivre le savoir. Chacun peut expérimenter et connaître la sensation d'une information inconsciente et extérieure. Les animaux, mieux que les humains, semblent percevoir des événements à l'avance et ainsi pouvoir s'en protéger. La compréhension ou l'empathie permettent d'accéder à des niveaux de connaissance pouvant apparaître déroutantes. Le domaine d'une conscience globale apparaît plus déroutant encore. La réalité des échanges interparticulaires pourrait expliquer des possibilités d'échanges interconscience. Une particule aurait la propriété de prendre plusieurs états, plusieurs dimensions et plusieurs lieux dans un même espace-temps. S'agirait-il d'une expansion de la conscience? Où chaque conscience unitaire pourrait se retrouver dans des positions et des lieux différents et éloignés, par rapport à la conception que nous connaissons de l'univers physique, sans intervention d'espace et de temps. Tout serait en communication instantanée dans notre univers. Chaque pensée serait une vibration immédiate. L'ubiquité serait la faculté d'être présent partout immédiatement.
C'est aussi une constante pour les particules. Les connexions y seraient permanentes et immédiates. Leur multicomplexité leur octroierait d'infinies caractéristiques et des potentiels de connexions internes caractérisés par une simultanéité et une symbiose sur tout leur environnement. Or, les potentiels microscopiques devraient aussi se répéter dans le macroscopique. Le psychisme individuel pourrait indiquer des équivalences dans sa structure. Il suffirait de prendre en considération que chaque particule possède une conscience, pour comprendre le fonctionnement d'une conscience collective chez les cellules. Tout apparaîtrait ainsi relié et non dissociable. Une communication permanente serait alors instaurée dans la globalité du microscopique puis du macroscopique. Différentes fréquences pourraient être à l'origine de la structure des particules. Une microgravité les tiendrait éloignées les unes des autres. Ce serait un facteur rotatif qui leur induirait un effet de masse. La densité serait telle, générée par la rotation des électrons autour du noyau atomique pour lui conférer une illusion de masse. La caractéristique principale du microcosmique serait liée à ses 99,9% de vide. La matière ne représenterait que 0,1% de l'espace évalué. L'énergie est-elle une conscience? Tout, dans l'univers physique, est représenté sous une forme énergétique. Rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme. Si la conscience est représentée sous une forme énergétique, cela préciserait que la conscience est indestructible. Sa représentation énergétique n'est alors qu'une expression d'elle-même. Cela précise aussi que notre représentation physique, dans cet univers physique, n'est qu'une représentation de la structure de notre conscience. Il devient peut-être plus facile de comprendre la multidimensionnalité de la conscience. Sa représentation dans le physique lui permettrait alors de connaître des périodes d'expérimentation successives. Elle lui permettrait aussi d'évoluer vers un schéma prédéterminé. Ces considérations contraignent à prendre conscience que la vision individuelle de chacun de nous ne correspond qu'à un aspect de considération qui ne correspond pas à une réalité de réalisation. Existe-t-il alors un degré supérieur de conscience? La conscience individuelle serait-elle contrôlée par une conscience collective ou peut-être globale? Des organisations, dites secrètes, telles que les Templiers, les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc. procéderait-elle d'une conscience collective directrice? Le nouvel ordre mondial est-il un édifice globalisateur d'une nouvelle conscience collective? Et ne serait-il pas une organisation dont les structures, bien qu'installées sur Terre, auraient pour origine une conscience beaucoup plus globalisatrice encore? Agissent-ils par un simple jeu cupide ou répondent-ils à un schéma prédéterminé? Toutes les découvertes qui ne sont pas conformes avec les vérités établies et édictées sont soigneusement évincées. Le milieu scientifique est très structuré et parfaitement contrôlé. La réalité ne doit pas être transmise aux populations. Les transports d'entités au travers de notre galaxie et bien évidemment au travers d'autres galaxies ne doivent pas être divulgués. Le plus grand secret doit rester maintenu à ce sujet. Quelles seraient alors les réalités qui seraient ainsi cachées? Les investigations sur l'organisation des sociétés de l'Antiquité laissent apparaître des éléments dérangeants pour la compréhension de leurs extravagantes réalisations. Leur niveau de connaissance, notamment en matière d'astronomie, mais pas seulement, pose de singuliers problèmes. Une population terrestre hybride pourrait avoir été implantée par des sociétés extérieures à notre planète, pour y effectuer des tâches subalternes, à leur profit. À l'évidence, il n'est pas facile de faire comprendre une telle situation à des populations à qui l'on a enseigné qu'ils étaient les seuls habitants humains dans le cosmos. Cela devient encore plus compliqué quand les uns expliquent que les humains sont le résultat d'une évolution à partir d'une variété de grands singes. Mais lorsque les autres inculquent leur vérité sur la création d'un homme appelé Adam et d'une femme appelée Ève pour la réalisation de l'humanité, cela devient totalement inadmissible. Il devient effectivement difficile de comprendre d'où est issue l'humanité sur cette planète. Il se pourrait que les deux thèses soient exactes si l'on prend en considération les révélations sumériennes.
Il est pourtant plus facile d'imposer un diktat aux populations ignorantes des réalités. Les explications de la science ne sont pas plus convaincantes que celles des religions. Et pourtant les deux systèmes d'information déterminent l'origine humaine à partir d'une seule souche africaine. Il semble seulement évident, au reçu des informations correspondantes aux déplacements extraplanétaires, que la planète Terre ait été colonisée depuis des millénaires ainsi que toutes les autres planètes telluriques de notre système solaire ou des autres systèmes planétaires au sein des galaxies. Contrairement aux humains qui se sont habitués à vivre à la surface de la Terre, les visiteurs, provenant d'autres planètes, semblent avoir tendance à vivre dans des habitats situés dans des espaces aquatiques ou dans des espaces souterrains terrestres. Leur situation résulte peut-être d'une volonté de rester discret tout en étant efficace sur la surveillance de l'évolution des terriens. La grande vague d'apparition d'objets célestes, dont les caractéristiques de vol ne correspondaient pas à ce que nous savions faire, a été particulièrement intense dès les premiers essais d'explosion des bombes atomiques. Les installations atomiques militaires ou civiles feraient toujours l'objet d'une surveillance maximale malgré une hostilité évidente de la part des hauts responsables militaires étatiques. Cette hostilité allant jusqu'à la tentative de destruction des aéronefs devenue gênant au fil des années. Une subite évolution de notre technologie serait probablement à l'origine de la rétro-ingénierie établie d'abord à partir de la capture de ces appareils volants inconnus. Une coopération pourrait avoir ensuite été organisée avec certaines variétés d'extraterrestres accordant la compréhension de certains aspects de leur technologie avancée. Le pouvoir de ces entités n'est pas que technologique. Ils auraient également la faculté de nous contrôler tout en nous surveillant. Pourtant la discrétion, par rapport aux populations, est une réalité pour ces visiteurs qui sont installés au sein de notre planète. Il convient toutefois de comprendre que ces civilisations extérieures sont particulièrement nombreuses et aussi d'origines extrêmement diverses. Leurs apparitions-disparitions sont très déroutantes pour les observateurs. Elles peuvent varier de quelques instants à plusieurs heures, tant qu'elles ne sont pas repérées et chassées par des avions militaires cherchant soit à les intercepter soit à les détruire. Un silence le plus total est entretenu volontairement à ce sujet. Les populations n'ont pas besoin de savoir. Il convient toutefois d'être conscient qu'il apparaît particulièrement difficile de pouvoir expliquer comment fonctionnent de telles entités qu'il serait possible de côtoyer. De nombreux éminents chercheurs scientifiques sont actuellement conscients qu'il existerait plusieurs niveaux de résonance dans notre univers. Les ondes qui transmettent nos émissions de radiodiffusion ou de télévision ne nous sont pas perceptibles tant qu'elles ne sont pas décodées par un appareil de réception. De la même façon, de nombreuses émissions de systèmes de résonance ne nous sont pas perceptibles, mais seraient utilisées par certaines entités. La conscience elle-même apparaît fonctionner selon une certaine fréquence qui est propre à chaque personne. Chaque conscience n'est accessible qu'à la personne concernée, sauf que des personnes sembleraient plus aptes à capter et à comprendre des niveaux de conscience particuliers. Certains niveaux de conscience permettraient d'expérimenter des domaines de conscience insoupçonnés et totalement incompréhensibles pour quiconque ne serait pas en mesure de pouvoir les expérimenter. Télépathie. Les décédés nous adresseraient-ils des messages? Est-ce d'un lien paranormal qu'il s'agit? Les décédés le feraient-ils en accord avec l'univers de la conscience collective et pour son propre épanouissement? Le ferait-il par l'intermédiaire du subconscient, situé dans l'univers physique? Le ferait-il par la télépathie? Parce que la connexion ne serait pas directe entre l'univers physique, où chacun se situe, en corrélation avec la conscience individuelle de tous, et l'univers de la conscience collective, il existerait deux canaux de transfert. Le premier canal permettrait un transfert des informations, à partir du cerveau, en direction de la conscience individuelle où le stockage serait figé, et le second véhiculerait les informations directement vers l'univers de la conscience collective. Ces deux canaux fonctionneraient dans les deux sens, en aller et en retour. Après le décès physique, les relais s'effectueraient entre la conscience individuelle, devenue libre et la conscience collective qui serait susceptible de lui transférer des informations.
Une progression de la conscience individuelle pourrait se réaliser à partir des connaissances globalisées de la conscience collective. Il est primordial de connaître ce processus pour pouvoir expliciter le fonctionnement télépathique. La télépathie est une sensibilité extrasensorielle permettant le transfert d'informations à distance. Il s'agit d'une communication effectuée uniquement par la pensée et non plus par la voie orale. Il conviendrait, pour que cela fonctionne, que l'émetteur et le récepteur soient dans le même modèle de télétransmission psychique, pour pouvoir assurer une communication télépathique. Cependant, la résultante télépathique est directement liée à une conséquence inévitable de toute activité mentale. Chacun d'entre nous pourrait utiliser ce moyen de communication, seulement notre habitude à l'expression orale, qui nous est enseignée au tout début de notre enfance, nous fait perdre ce réflexe normal de transfert de la pensée. Nous avons tout simplement perdu ce réflexe naturel. Le fonctionnement du processus se ferait directement par la conscience individuelle de chacun, sans qu'il n'y ait une émission de son ni de parole. Le fait le plus surprenant, en ce qui nous concerne, c'est que le message transmis télépathiquement peut être audible par n'importe quel récepteur doté des capacités télépathiques, quelle que soit sa langue d'origine. Il serait même envisageable de ne se transmettre des informations que par le transfert télépathique, sans l'utilisation d'aucun langage. Cela éviterait sans doute bien des quiproquos, à cause d'éventuelles erreurs de traduction. La difficulté de l'utilisation de ce moyen de communication réside dans le fait que le message ainsi transmis devient audible pour tous et quelle que soit la distance, puisqu'il est aussi transmissible dans l'univers de la conscience collective. Ainsi, bien que nous n'en soyons pas conscients, toutes nos pensées peuvent être captées dans cet univers de la conscience collective, alors que notre voisin immédiat n'est pas en mesure de les connaître, s'il n'est pas lui-même télépathe. Mais, y aurait-il, sans que nous le sachions, des personnes susceptibles de lire dans nos pensées? Effectivement, et c'est souvent le cas chez des couples particulièrement fusionnels, et c'est surtout constatable chez les vrais jumeaux, qui sont à la fois émetteurs et récepteurs, d'une façon instantanée, sans barrière de temps ni d'espace. Toutefois, les connexions télépathiques seraient plus compliquées qu'il y paraît, mais les flux télépathiques seraient observables et mesurables. Pour ce qui serait des transferts avec l'univers de la conscience collective, c'est un peu plus compliqué à concevoir, car la connexion se ferait avec une entité, qui serait une conscience individuelle de la conscience collective, par un transfert direct et sélectif. Toutefois, il se pourrait que ce modèle de fonctionnement soit le même dans notre univers physique, par un transfert provisoire, par l'univers de la conscience collective, pour revenir vers la personne pour laquelle la pensée serait adressée. Cependant, il existerait des exemples de télépathie captée. Ces transferts des informations par télépathie se feraient d'une façon instantanée par le moyen des atomes de krypton dont le rôle exact reste à déterminer, d'autant plus qu'ils ne fonctionneraient pas selon les lois de la physique quantique, et il s'agirait là aussi d'une véritable énigme. L'univers de la conscience collective représenterait, lui aussi une énigme, puisqu'il pourrait être comparable, sous un éventuel aspect physique, à l'organisation d'un cerveau. Sa composition serait toutefois réalisée à partir d'un composé de particules, sans représentation d'un noyau atomique, et serait dépourvue d'électrons ou de charges électriques et, de ce fait, particulièrement dense. Cet univers de la conscience collective serait double, car composé d'une matière et d'une antimatière neutre. La vitesse de la lumière en son intérieur et sa masse y serait infinie. Chaque planète, de tous les systèmes solaires et de toutes les galaxies posséderait sa propre conscience collective diversifiée. En fait, ce serait l'univers de la conscience collective qui organiserait tous les autres univers. La formation des singularités, constatées dans notre univers quantique et dans notre univers physique, serait la conséquence de l'univers de la conscience collective, qui serait réservé à notre planète. Toutes les perturbations, qui pourraient avoir lieu dans les différents univers, seraient consécutives aux modifications apportées par celles des consciences collectives. Il s'agirait d'une masse imaginaire, prise dans un sens mathématique, de son organisation.
Il procéderait d'un autre état de la matière, non comparable avec ce que nous considérons de l'organisation de la matière dans notre univers physique. Chacun aurait un rôle, à partir de sa conscience individuelle, d'une contribution informative obligatoire, par son apport d'information vers l'univers de la conscience collective. L'univers de la conscience collective pourrait être considéré comme le cerveau de l'univers multiple. C'est lui qui façonnerait la masse globale des univers par l'intermédiaire d'une masse imaginaire qui influencerait la structure physique des univers en développement. La dynamique subquantique définirait l'univers comme une restructuration permanente, par son auto-captation des informations que nous divulguerions et contribuerions, de ce fait, à la création de la globalité des univers. L'univers devenant pour chacun de nous ce que nous en ferions. La sélection naturelle de Darwin, qui précise quel serait le résultat de la transformation des espèces, ne serait pas viable si elle n'était régie que par des hasards de circonstances particulières et aléatoires, selon son principe énoncé. La raison en serait, là encore, le rôle prépondérant du krypton intermédiaire, qui contiendrait la codification des mutations possibles. Ce krypton serait chargé de relier le génome de l'ADN à l'univers de la conscience collective, en permettant ainsi d'effectuer les changements chromosomiques adaptés à chaque situation particulière, pour chaque espèce. L'émergence de la vie, à partir de la matière inerte, donc à partir des acides aminés, serait censée s'effectuer à partir des kryptons présents dans les molécules de l'eau. Sa synchronisation existerait ainsi dans tous les espaces de notre univers physique et serait contrôlable partout par un processus dynamique, d'orthogenèse, c'est-à-dire de la bonne direction à prendre. Des interactions programmées seraient réalisées, à partir des acides aminés, avec les fonctions de la conscience collective de notre univers fonctionnel. Il conviendrait alors de comprendre que cela concerne une chimie organique volontairement orientée. Le processus du passage de la matière inerte vers celui de la vie deviendrait beaucoup mieux compréhensible, surtout si on la rattache à l'organisation des ADN. Ce processus vaudrait pour tous les cycles continus de la métempsychose, jusqu'à un aboutissement, qui serait valable pour toutes les planètes habitées de notre univers cosmique, pour un laps de temps s'échelonnant sur plusieurs de nos siècles. Les lois morales représenteraient un ensemble aussi conséquent et cohérent que les lois physiques. Elles y seraient soumises, mais sans obligation de nous y soumettre. Ainsi, si une oligarchie mondiale décidait de la suppression des 90% de l'humanité, comme cela semblerait se préciser, aucune intervention extérieure ne pourrait être en mesure de modifier un tel plan, puisqu'il s'agirait là de l'expression de notre libre arbitre. La structure initiale régissant globalement tous les univers ne serait pas vérifiable et ne le serait jamais. Elle ne serait sans aucune masse, ni structure ni énergie. Elle ne serait sans aucune signification individuelle. Elle ne serait qu'un modèle mathématique fonctionnel. Ces variations angulaires seraient la base de la création de la matière, de l'espace et du temps. Le constituant ultime de l'univers physique observable par l'univers quantique ne serait pas matériel. Qu'advient-il alors des conceptions particulières des agissements particuliers en astrologie? Les dessins astraux, figurés en 2 dimensions, ne correspondent pas à leurs véritables implantations tridimensionnelles dans le cosmos. Cependant, ainsi qu'il est dit de certaines personnes qu'elles seraient lunatiques, une influence ne serait pas aussi insensée. En effet, toute influence en tout, des zones d'interférence, avec la personnalité de chacun, pourrait être constatée. Ce qu'il importe de connaître, c'est le pourcentage d'influence et de ses conséquences, parmi d'autres niveaux d'influence, beaucoup mieux analysables. Des végétaux. Une étude scientifique des arbres a pu démontrer qu'ils seraient dotés d'une structure mentale et d'un modèle d'organisation comparable à celui des espèces animales. Ils utiliseraient des réseaux souterrains de transmission de nutriments, mais aussi d'informations. Ils seraient des organismes parfaitement structurés et comparables aux structures des colonies de fourmis. Les végétaux disposeraient de structures communautaires sociales. Les écosystèmes réalisés par les forêts permettraient d'influencer leur climatologie ambiante et de la modifier à leurs avantages, par la réalisation de microclimats ambiants.
Ils réagiraient en fonction du milieu ambiant dans lequel ils se trouvent. Ils analyseraient et s'adapteraient continuellement. Des messages seraient transmis à la plante elle-même, en cas d'agression, mais aussi à tout son entourage. Des regroupements d'une même espèce leur permettent de mieux assurer la survie de chacun. De leur zone d'empathie dépendrait leur longévité. Ils se côtoient sans se gêner et même en favorisant l'expansion de leurs congénères. Ils favorisent aussi leur expansion à l'encontre de variétés leur apparaissant nuisibles. Ces particularités se seraient mieux vérifiées dans des zones naturelles, non influencées par les interventions humaines. Le langage, longtemps considéré par l'espèce humaine comme devant lui être une exclusivité, a dû être accordé aux animaux et maintenant il doit l'être aux végétaux. La transmission des informations se ferait par l'intermédiaire des racines, connectées entre elles. Les substances odorantes, volontairement émises, pourraient également fournir des informations. Des substances toxiques, volontairement diffusées dans les feuilles attaquées par les animaux prédateurs, permettraient de les éloigner. Or, il aurait été constaté que ces substances toxiques se répercuteraient d'arbre en arbre, à des fins de préservation. L'information aurait été transmise, soit par l'intermédiaire des racines, soit par celui de la diffusion d'un gaz avertisseur du danger en cours. Les espèces concernées émettront, à leur tour, les substances toxiques de préservation. Des activités électriques ont pu être enregistrées et décodées comme correspondant à des épisodes de stress. Des réactions immédiates peuvent même être visibles directement sur une plante. Elles seraient dotées de réflexes et de systèmes nerveux. Les arbres ont aussi conscience de leur réalité. Ils peuvent modifier leur croissance et savent s'adapter en fonction des éléments qui leur sont extérieurs. En l'absence d'éléments d'orientation, sans lumière, sans gravité, ni pesanteur, les plantes croissent selon leur programmation initiale. Elles corrigent continuellement leur mouvement de progression au cours de leur croissance. Les arbres auraient cette faculté, constatée, de corriger les aléas climatiques qui ont pu les déstabiliser. Les animaux sont parfaitement conscients des stratagèmes établis par les végétaux et se déplacent rapidement vers des zones non encore informées de leur présence. Or, les avertissements olfactifs se déplaçant à l'aide du vent, les animaux se déplacent alors en sens contraire. La propagation des informations ainsi véhiculées se ferait à la vitesse d'1 centimètre à la minute. Les anticorps se propageraient également à la même vitesse. Cela laisse du temps aux animaux pour pouvoir se nourrir des végétaux ciblés que sont généralement les feuilles. Les animaux prédateurs des arbres seraient rapidement identifiés par l'intermédiaire de leur salive. Il y aurait aussi des alliés chargés de détruire des insectes prédateurs, des substances attirantes seraient alors dégagées. Le rayon d'action de ces substances odorantes ne se déploierait que dans un environnement immédiat de quelques dizaines de mètres. Les espèces animales sont averties, en connaissance de l'odeur dégagée, du prédateur ainsi ciblé. Les zones racinaires des arbres dépassent souvent le double de l'envergure des feuillages de surface. Il en résulte un entrelacement des ramifications souterraines permettant une multitude de points de contact, régulant le transfert des informations. Toutefois, il y aurait aussi des espèces individualistes refusant la coopération pour le transfert d'informations. La diffusion n'est pas pour autant stoppée. Les champignons, qui déploient des kilomètres carrés de filaments, parfois invisibles sans un grossissement, transmettent aussi les informations. Ils les véhiculent à la façon de nos fibres optiques, selon le même principe de l'Internet. Ce sont des forêts entières qui sont alors connectées en réseau. La stratégie des champignons, tout en véhiculant les informations, serait totalement indépendante de celle des arbres qui les utilisent. Les études se seraient plus spécialement portées sur les arbres, mais il apparaît évident que les mêmes stratagèmes sont utilisés par toutes les espèces de végétaux, évidemment adaptés à leurs nécessités, sauf peut-être en ce qui concerne les espèces cultivées. Des bruits seraient émis par les racines, ce qui aurait pour conséquence d'orienter d'autres racines dans leur direction afin d'y établir une connexion. Des ondes sonores pourraient donc également transmettre des messages. La communauté des arbres est si importante, que chacun peut évaluer les difficultés de son voisin et lui venir en aide.
Des floraisons seraient concertées pour mieux assurer la survie de l'espèce avec l'utilisation de périodes plus propices à son expansion. Aussi les animaux qui comptent sur les fruits des arbres, généralement des graines à coque, pour assurer leur survie et celle de leur progéniture, seraient alors dépourvus de certitude quant à l'assurance de leur subsistance. Ils sont alors contraints à attendre que la nourriture soit effective avant de pouvoir décider des gestations. C'est aussi un stress pour les abeilles qui sont également dépendantes de ces floraisons. Les végétaux, eux aussi, utilisent de l'énergie pour croître, s'informer, se défendre et aussi se reproduire. Chaque floraison serait particulièrement épuisante. Les sujets alors trop affaiblis deviennent plus vulnérables. Les vents et les insectes et plus spécialement les abeilles servent à éviter les consanguinités. Contrairement aux idées reçues, une profusion de fruits n'indique aucune orientation climatique future. En contrepartie, la germination attend souvent les conditions climatiques les plus favorables. Selon les statistiques établies, un arbre géniteur ne peut être remplacé que par un de ses enfants. La maturité sexuelle des arbres peut atteindre jusqu'à 150 ans. Un peuplier peut produire jusqu'à 26 millions de graines annuellement. La restriction de lumière des jeunes pousses, qui pourrait n'être que de 3% de luminosité, pourrait représenter un système éducatif, volontaire et permettant de leur favoriser une longévité supérieure. La lutte des jeunes pousses pour leur survie est drastique et c'est souvent celui qui est le mieux structuré qui l'emporte. Les arbres fonctionneraient aussi en couple. Une énigme subsiste et concerne le transfert de l'eau depuis les racines jusqu'aux feuilles qui peuvent se situer à plus de 100 mètres de hauteur à partir du sol. Un système d'évaporation est réalisé à partir des extrémités des feuilles, mais ni la capillarité ni l'évaporation ne permettent d'expliquer l'ascension de l'eau à partir du tronc. L'osmose qui permet à l'eau de passer d'une cellule à l'autre ne pourrait concerner que les racines et le feuillage, mais pas le tronc. L'enveloppe des arbres, que nous appelons l'écorce, est comparable à la peau des humains. Elle remplit les mêmes fonctions de protection concernant les branches et le tronc. Une rupture cylindrique, de quelques millimètres, sur l'ensemble du tronc entraîne la mort de l'arbre, dès qu'elle se situe très près du sol. Les arbres se battent pour assurer leur survie lorsqu'elle est menacée. Les arbres n'ont souvent pas le choix et doivent pousser dans des conditions extrêmes. C'est souvent le hasard qui décide pour eux, en ce qui concerne leurs emplacements. Et cela est vrai pour tous les végétaux. Les arbres sauraient apprendre et stocker des informations. De telles études sont évidemment plus faciles à réaliser sur ce type de végétal. Des arbres, précédemment coupés, présentent une souche qui continue à vivre. Sa survie serait assurée grâce à la coopération d'autres arbres voisins de la même espèce. La souche est donc continuellement nourrie afin qu'elle puisse continuer à vivre. Souvent elle s'est entourée d'un ou plusieurs rejets. Or, il s'est avéré que cette souche représenterait le cerveau de l'arbre. Ces repousses doivent-elles être considérées comme de jeunes pousses d'arbres ou détiennent-elles l'ancienneté de l'arbre d'origine? Là, non plus, il n'y a pas de réponse. C'est bien la souche qui a, de toute façon, assuré la survie du spécimen ou des spécimens. Les racines procurent les nutriments et diffusent les produits de la photosynthèse aux partenaires et notamment aux champignons. Des messages chimiques sont transmis, mais pas seulement. Il y aurait également des signaux électriques détectables. Est-ce là le signe d'une intelligence? C'est en tout cas la démonstration d'une conscience. Où pourrait se situer la frontière entre le monde végétal et le monde animal? Une très importante biomasse vit sous terre. Le sous-sol n'a quasiment pas été exploré. Ce sous-sol grouille de vie, dans un noir absolu. L'écosystème forestier parvient à réaliser des équilibres surprenants. La survie de chaque espèce dépend de sa faculté d'adaptation en fonction des circonstances. Cependant, un équilibre est indispensable et chaque espèce doit être en mesure de respecter l'existence des autres espèces. La loi du plus fort y est quelquefois établie. Toutefois, des gènes régulateurs sembleraient opérer pour la préservation des ensembles forestiers naturels. Une très grande sociabilité pourrait pérenniser les végétaux.
Par ailleurs, les végétaux ont une notion du temps et des époques, avec la perte des feuilles en automne et leur repousse au printemps. Cela n'étant constaté que dans les contrées situées en dehors des zones d'influence climatique restant très chaudes. Et malgré des périodes climatiques changeantes, en période hivernale et au cours des années, les nouvelles pousses ne sont pas déclenchées. Il en va de même pour la germination. Des blessures peuvent faciliter l'infection des troncs par des champignons. Les vieux chênes sont souvent creux et cassent sous la pression du vent. L'aspect régénérateur des forêts, spécialement étudié au Japon, est inutilisé dans la vie en espace urbain. Des molécules sécrétées par les arbres seraient bénéfiques pour les promeneurs en forêt. Ces molécules seraient ingérées par les voies respiratoires, mais aussi par la peau. Elles auraient notamment la faculté de renforcer les défenses immunitaires des promeneurs. C'est aussi dans les grands milieux forestiers que se trouve un air très épuré et revitalisant. Les arbres eux-mêmes seraient susceptibles de transmettre leur énergie et un effet de plénitude et de tranquillité. Leur étude devrait nous réserver beaucoup de surprises sur les consciences de tout le vivant. Nota, ces textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. Épilogue. Tour d'horizon. Il s'agit d'un rapide tour d'horizon, dans des domaines variés, venant d'être abordés. Il laisse à penser que l'humanité, à laquelle nous appartenons, n'est pas encore adulte. À l'échelle du temps universel, d'autres entités se seraient développées, bien avant nous, sur d'autres planètes, dans notre galaxie et aussi ailleurs dans l'univers. Selon des modèles de référence, auprès desquels nous pourrions nous comparer, nous apparaîtrions comme de très jeunes enfants espiègles, querelleurs et asociaux. Nous sommes dans l'incapacité d'établir un modèle social équilibré et vertueux, pour chacun des habitants de cette planète. Aucune organisation sociale ne nous permet de vivre en harmonie, les uns avec les autres. C'est sans doute logique, puisque chaque peuple sur notre planète s'est développé, en totale indépendance. C'est même vrai pour chaque pays. Une apparente réalité, de visiteurs multiples, provenant d'autres horizons galactiques, nous fait prendre conscience qu'il y aurait autant de différences entre ces espèces humanoïdes, ou pas, et nous, qu'il y en a entre nous et les sociétés des fourmis qui habitent notre planète. Si nous avions la possibilité d'entrer en contact avec les fourmis, pour leur indiquer la réalité de notre existence, nous risquerions de déstabiliser leurs modèles sociaux et de compromettre leurs organisations. De la même façon, des civilisations extraterrestres risqueraient de déstabiliser notre modèle organisationnel, s'ils tentaient d'interférer avec nos stratégies sociales. Malgré les nombreux témoignages concernant une réalité de leur intrusion dans notre espace aérien et une quasi-certitude de leur implication à des niveaux militaires, leur discrétion reste essentielle et totale pour l'ensemble de la société humaine. La précarité des institutions qui régissent notre société humaine, particulièrement hétéroclite d'une part, les déficiences économiques fonctionnelles d'autre part, nous font entrevoir une incapacité totale, de la part de l'oligarchie dirigeante, à élever l'humanité à un niveau supérieur d'intelligence. Tout observateur extérieur, qui serait susceptible de contempler notre niveau évolutif, serait immédiatement conscient de notre incapacité à progresser vers une évolution mentale supérieure. Une unification globale de la société humaine terrestre serait vraisemblablement indispensable pour une éventuelle entrée dans le club, peut-être exceptionnel, des extraterrestres. Il apparaît peu probable que cela ne puisse être envisageable avant plusieurs siècles. Peut-être, l'oligarchie, qui est à l'origine des désordres occasionnés sur notre planète, envisage-t-elle de la quitter, en laissant l'ensemble des peuples à leur triste sort. Celui de l'anéantissement, à brève échéance, de la vie humaine, dans son acception organisationnelle actuelle. Selon toute vraisemblance, cette éventuelle opportunité se serait peut-être déjà produite après la chute du Troisième Reich. Cette oligarchie est obligatoirement consciente des dégâts irréversibles causés à notre planète. Est-ce que ça suffirait à expliquer leur apparent désarroi, en face d'une éventuelle menace d'un débarquement massif, d'entités venues d'ailleurs? Pour quel motif, des sociétés extraterrestres interviendraient-elles? Justement, à cause de la mauvaise orientation du devenir humain.
Une évidente mise en œuvre, très récente, d'informations concernant la réalité des extraterrestres s'est organisée. Toutefois, le secteur militaire est toujours en opposition avec les autorités civiles. Son organisation du silence et du dénigrement des témoignages reste prépondérante. Pourtant, cette nouvelle possibilité de préparation progressive des opinions publiques passe par différents moyens. Les plus usités, consistant à présenter des fictions comme autant de possibles réalités. Tout y aurait été analysé. Depuis l'impact catastrophique sur des populations découvrant un débarquement massif d'objets venus d'ailleurs, sans y avoir été préparés, jusqu'à la possibilité de résister, mais comment, à une telle éventualité. La technologie supposée de ces voyageurs du cosmos ne nous paraît pas encore compréhensible. L'humain ne pourra survivre qu'à partir d'un autre modèle d'organisation de la société humaine, c'est une évidence. Celui qui prévaut actuellement est destiné à un échec inexorable. Cela n'a évidemment rien de dramatique, cela permettrait à l'humain de rebondir sur un modèle social plus global, plus sécuritaire, plus responsable et plus solidaire. Et puis, la vie se développe partout, dans l'univers, dès l'instant où les conditions favorables à son développement sont requises. L'avenir de l'espèce humaine, à l'échelle universelle, n'est qu'une probabilité de plus. La réalité de l'univers physique pourrait n'être, à son sujet aussi, qu'une construction spirituelle. Une théorie du code des chiffres, dans son élaboration fractale, semble régir cet univers, et cela, à tous les endroits de sa réalité, pour ce qu'il en serait de notre perception. Ceux qui se sont désignés comme responsables de nos modèles sociaux apparaissent bien démunis et incapables à nous diriger correctement et logiquement vers une progression intellectuelle de l'humain. Quel modèle social universel peut-il être envisagé pour une situation humaine dont l'avenir est tellement compromis? D'autre part, il apparaît également évident que chacun d'entre nous passe par la nécessité de phases évolutives successives. La progression de notre conscience apparaît devoir passer par plusieurs schémas d'expériences et modèles d'expérimentation, où l'univers physique n'apparaît plus qu'en une zone expérimentale, indispensable à notre devenir individuel. Cependant, l'unité humaine ne peut progresser qu'en adéquation avec la globalité, dont elle fait intimement partie. Il convient de prendre en considération aussi que l'être humain n'est qu'une espèce animale, parmi les autres. Or, toutes les espèces animales, comme les espèces végétales, correspondent à des descriptions énergétiques. La vie n'est qu'une prolifération d'énergie. L'énergie, n'apparaissant elle-même qu'en modèle d'information. L'humain est donc un prédateur, dont la première nécessité est de se procurer de l'énergie pour pouvoir se maintenir en vie. Toutefois, puisqu'il représente lui-même une source d'énergie, il est également une proie, porteuse d'informations. Les nécessités, pour chaque personne, sont d'abord d'assurer la subsistance physiologique, puis sécuritaire. Parce qu'elle vit en groupe, il lui faut déterminer son niveau hiérarchique social précis. Elle se doit d'être digne de respect, mais aussi consciente de devoir respecter les autres strates de la société. C'est seulement, à partir de toutes ces considérations, que son autonomie personnelle pourra s'affirmer. Il ne faut, pourtant, jamais perdre de vue que tout n'est, ici, que précarité, y compris la vie. Ce qui apparaît préoccupant, dans ce schéma philosophique, c'est qu'on ne parvient pas à comprendre quelle est la source d'énergie, apparemment intarissable, qui permet l'émergence d'une vie sans fin. Chaque entité, que chaque être vivant représente, serait-elle simplement contrainte à une nécessité évolutive vers un objectif de globalité? S'il en est ainsi, le combat de chacun à la survie et à la longévité s'explique. Dans le cas contraire, quelle serait alors la raison d'un tel imbroglio? En résumé, la collection Les populations esclaves est une exploration de la nature humaine et de son devenir. La description qui en est faite, de son organisation sociale, démontre l'incapacité totale de ses dirigeants à faire évoluer l'humain vers une intelligence supérieure. Les mêmes causes, toujours mises en œuvre, provoquent inexorablement les mêmes conséquences.
Les oligarchies dirigeantes sont plus préoccupées d'asseoir leurs prérogatives et leurs privilèges et d'assouvir leurs instincts prétentieux et belliqueux. Elles se considèrent au-dessus des lois et des règles sociales qu'elles font, elles-mêmes érigées, tout en s'efforçant à ne pas les respecter. Leur cupidité intolérable emmène la société humaine vers un mur, qui précipitera tout l'ensemble vers un effondrement de la vie sur cette planète. L'explication, dans la réalité d'une prolifération de la vie, partout dans l'univers, nous fait prendre en considération que la précarité, concernant le futur de l'espèce humaine, est sans importance. La confrontation de l'humain, avec tous ces objets volants non identifiés, qui viendraient en visite, est plutôt porteuse d'espérance. La prolifération de tous ces visiteurs, particulièrement discrets, venus d'ailleurs, hors de notre système solaire, selon toute vraisemblance, nous permettra peut-être de comprendre quelle est la réalité de notre devenir. Toutefois, une remise à plat de notre organisation sociale, dans sa globalité, sera indispensable à un hypothétique sursis, dans la prolongation de l'existence de l'espèce humaine. L'auteur se présente en électron libre. Selon lui, aucune organisation, d'aucune sorte, ni philosophique ni religieuse, ni politique ni économique, n'est parvenue à le formater. Son regard critique sur notre société humaine en serait la conséquence. Après une scolarité difficile, il est parvenu ensuite à progresser, par nécessité économique, au sein de la hiérarchie sociale. Il se considère comme un lanceur d'alerte un peu particulier. Son discernement n'est pas de dénoncer, mais d'informer sur les dysfonctionnements dans l'organisation de l'espèce humaine. Son analyse, sur la précarité d'une continuité de l'existence de l'espèce humaine, n'est pas sa préoccupation. Cette espèce animale, lui apparaît beaucoup trop destructrice des autres espèces et de sa planète pour qu'il lui accorde un quelconque intérêt. Sa quête est celle de l'interrogation. Pourquoi cette espèce animale, sans intérêt à ses yeux, devrait-elle continuer à proliférer ? La conscience individuelle et collective, toujours selon lui, doit pouvoir s'élever, dans d'autres schémas organisationnels de la vie. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube. La